cette première conférence de l'après-midi, deuxième journée de Chaudron en direct de Toulon. Chaudron, toujours sur la thématique des territoires au pluriel. Nous recevons Pierre David, qui est architecte et enseignant à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais. Il a aussi été enseignant 10 ans à l'École nationale du paysage de Versailles. Voilà. Lauréat du concours pour le mémorial du World Trade Center à New York en 2004. Il a fondé l'agence Pierre David Architecte. Depuis 2019, il est expert auprès des Nations Unies pour les projets de développement de 2 villes sacrées de l'islam en Arabie Saoudite, la Mecque et Médine. J'ai tout lu sur vous. Il travaille depuis 4 ans en collaboration avec des écoles d'architecture israéliennes et palestiniennes. Et ça, je trouve que pour parler de territoire, on aurait pu aussi développer, c'est quand même très beau. Et le Centre français de Jérusalem à la constitution d'un 3e pays, donc entre la ligne verte de 1948 et le mur de séparation, construit dans les années 2000, comme vous le savez, qui partagent les 2 pays. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le potager du roi, aux éditions La Martinière, ce qui est assez étonnant aussi. Voilà. Alors Pierre David, lors de votre venue à l'école en juin 2021, pour être membre du jury de diplôme 2021, nous avons été frappés par la qualité de votre écoute, de vos remarques généreuses, exigeantes et bienveillantes, et par votre définition de la pratique de l'école Camondo, que vous nommez très poétiquement, la définissant du même coup, école du milieu. Alors milieu au sens de l'écoumène, donc qui est plutôt un sens géographique, qui est l'ensemble des milieux habités par l'être humain. Augustin Berck était venu nous parler de cette notion lors du chaudron consacré à l'extérieur, mais aussi ensemble de ce qui se situe au centre de toute relation humaine, de toute interaction. Et là, qui serait donc le milieu. Donc je vous laisse la parole. Nous vous remercions d'abord collectivement pour votre venue. Je vous remercie particulièrement aussi au nom de René-Jacques Meyer qui est à Paris et qui vous salue. Je vous laisse la parole pour votre conférence intitulée justement des milieux. Merci beaucoup. Merci. C'est émouvant parce que vous avez tout dit, donc c'est un peu compliqué maintenant. Alors effectivement, cette intervention, c'est un peu comme un exercice. Voilà. Alors j'avais commencé à préparer cette intervention et puis je me suis dit qu'elle était un peu trop préparée. Alors dans les 4 heures du train, là j'ai tout changé. Bon, c'est pas grave. Alors j'ai changé pourquoi ? Enfin j'ai changé, je me suis dit je vais m'y prendre autrement. J'ai changé parce que, alors effectivement je parle de milieu. Et donc, et le milieu ça bouge. Le milieu entre vous et moi, ça dépend de qui vous êtes, ça dépend de qui je suis, ça dépend du moment où on va se rencontrer, ça dépend du moment où on va passer du temps ensemble. Ça bouge le milieu. Le milieu, c'est pas un lieu stable, c'est un lieu qui bouge. Et donc, je me disais que je ne pouvais pas, sans vous rencontrer, imaginer ce que pourrait être ce milieu. Il faut que je vous rencontre pour ça. Sinon, c'est le milieu entre quoi et quoi ? Entre moi et moi. Et donc voilà, ça ne m'intéressait pas trop. Donc je me dis, voilà, plutôt que de vous dire des choses, je vais lancer des pistes. Et puis on va voir, enfin moi je regarderai avec peut-être le clignotement de vos yeux, la manière dont vous allez regarder, ou peut-être vous endormir, j'en sais rien. J'aimerais bien voir ce que ça donne tout ça. Voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rendre tout ce qu'on m'a donné. J'ai un peu voyagé, j'ai vu des choses, j'ai peut-être pas compris, mais j'ai été ému par des moments, et je vais essayer de vous rendre tout ça. Voilà, je vais rendre ce qu'on va me donner, ce qu'on m'a donné. Et puis, je vais proposer plutôt que d'affirmer. Ce que je vais vous dire, j'en suis pas certain, mais vraiment pas. Voilà, j'en suis pas certain. Donc vous voyez, le milieu, c'est instable. Et puis, je vais pas vous chercher à vous convaincre non plus. Voilà, donc je vais vous dire des choses et je vais pas chercher à vous convaincre. Vous pouvez ne pas être d'accord. Je vais juste nommer des espaces et je vais m'exposer à vous. Voilà, je vais vraiment m'exposer à vous et puis je vais voir ce que ça donne. Voilà. Alors, on y va. Bon, je sais pas, je cherchais une image pour raconter cette histoire
de l'espace dans lequel je suis et l'espace que je tente de projeter devant moi, et puis l'espace qui est entre vous et moi. Et puis, voilà, il y a cette phrase de Paul Ricoeur qui m'a interrogé et qui m'a permis d'ailleurs de réajuster la totalité de mon intervention aujourd'hui. Dès lors, comprendre, c'est se comprendre devant le texte. Non point imposer au texte sa propre capacité finie de comprendre, mais s'exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste. Vous entendez pas? Si, voilà. Oui, pardon. Vous comprenez ça? Ça veut dire que lire un texte, c'est s'exposer au texte. C'est pas simplement y projeter ce que l'on pourrait y comprendre, c'est aussi se laisser prendre par le texte. Alors quand on remplace le mot texte par le mot paysage, ça fonctionne encore. Dès lors, comprendre, c'est se comprendre devant le paysage, non point imposer au paysage sa propre capacité finie de comprendre, mais s'exposer au paysage et recevoir de lui un soi plus vaste. Vous voyez, c'est-à-dire que là, on commence à entrer en relation avec. Et puis, on pourrait aussi dire que si on substitue à ce mot paysage le mot dehors, alors dehors, la nature, l'écosystème, on pourrait dire dès lors, comprendre, c'est se comprendre devant le dehors. Et donc c'est vous le dehors aussi. Non point imposer au dehors sa propre capacité finie de comprendre, mais s'exposer au dehors et recevoir de lui un soi plus vaste. Ça me fait penser déjà à quelque chose que je n'avais pas imaginé dire aujourd'hui, mais que je vais quand même vous dire. Est-ce que vous savez comment Spinoza définit le corps? Qu'est-ce que c'est qu'un corps? C'est Deleuze qui nous dit ça. Il nous dit qu'un corps, c'est une infinité de petits éléments, et que ces petits éléments, ils sont en mouvement. Alors, un corps, il est affecté par un autre corps, et un corps affecte un corps. Alors, quand vous rencontrez un corps joyeux, il dit, vos petits éléments, ils vont être en mouvement rapide, et par conséquent, vous serez bien défini. Si vous rencontrez un corps triste, vos petits éléments, ils vont être en mouvement lent, et par conséquent, vous allez être moins bien défini. Alors Deleuze, il nous dit, il faut organiser des rencontres, rencontrer des corps joyeux, ils augmentent de force nos capacités de vie. Ils augmentent de force nos capacités de vie. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, par exemple, tu peux être joyeuse pour moi, mais tu peux aussi être triste pour elle. Ça veut dire que tu n'es pas joyeuse ou triste, tu es joyeuse ou triste parce que tu entres en relation avec notre corps. Et c'est cette relation entre deux corps qui fait qu'il y a des corps joyeux ou des corps tristes. Et bien c'est un petit peu ça le milieu. Le milieu, c'est comment entrer dans cette relation entre les corps. Et comment faire pour qu'on puisse attraper ce corps joyeux qui, dans sa dynamique, va nous prendre et va prendre de notre dynamique pour que nous-mêmes, on puisse entrer dans cette relation. Alors, ce dehors, on va essayer de comprendre ce qu'il est, ce dehors. Donc on va remonter le dehors. On va remonter, vous savez, un peu comme on remonte le fleuve, comme les saumons remontent le fleuve, ou comme on remonte la machine quand on l'a démontée, on la remonte. Ou alors comment on remonte une montre aussi, c'est-à-dire on remonte la montre. Donc on tend les ressorts. Remonter une montre, c'est tendre les ressorts, ce que Deleuze appelle la substance ressort. Une substance ressort, c'est le moment où la substance, elle va être capable de donner le maximum d'elle-même, parce qu'on a tendu la machine, parce qu'on a tendu l'horloge, parce qu'on a tendu le ressort. Vous voyez, c'est un peu comme si on marche dans le dehors, et puis on est soi-même tendu. On a remonté le ressort. Et puis vous vous baladez entre des gens, ou entre des objets, ou entre des morceaux de paysage, qui eux-mêmes sont tendus. Vous voyez cette tension entre les corps qui se rencontrent. Voilà. Et alors pour essayer d'expliquer tout ça et pour me décaler un petit peu, vous savez, on dit que les paysans ils produisent du blé, non? On le dit, enfin les paysans ils produisent, les agriculteurs ils ont produit tant quantité de blé, de maïs et tout ça. Mais le paysan il produit rien du tout. C'est la photosynthèse qui produit. Le paysan il produit rien. Le paysan il crée les conditions pour que la photosynthèse produise. Vous voyez, il y a
une petite erreur dans notre manière de regarder le paysage et de regarder la fabrication de ce paysage. On dit le paysan, il produit. Non, c'est la photosynthèse qui produit. Vous voyez, c'est intéressant parce que ça désigne, dans ce décalage, ça désigne des endroits qu'on pourrait appeler des lieux de coexistence. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va planter du blé, et puis on va créer les conditions pour que la photosynthèse fasse que la graine, elle puisse se développer. Mais le paysan, il ne produit rien. Il ne produit rien. Le paysagiste, il ne produit rien. Le jardinier, il ne produit rien. Personne ne produit. Enfin si, il y en a qui produisent. Mais là, quand moi je parle du dehors, quand je parle de cette nature, quand je parle de cet écosystème, on ne produit pas. C'est ce qui produit, et c'est pas nous. Je pense que les formes, elles passent leur temps à négocier des modus vivendi. C'est-à-dire que, vous voyez, cette image que j'ai prise, ça c'est en Éthiopie, on est très très haut, on est à peu près à 3400 mètres d'altitude, et en fait, ces champs de céréales que vous voyez, et ben ces champs de céréales, ces champs, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font juste ce qu'ils peuvent. Parce qu'on est à 3400 mètres d'altitude, parce qu'il y fait froid, parce que c'est sec, parce que... voilà. C'est pas le paysan qui fait que, c'est le champ qui fait ce qu'il peut. Et ce qui me fait quand même penser qu'aujourd'hui, quand on parle de la crise du vivant, c'est pas la crise du vivant, c'est la crise de notre relation avec le vivant. C'est-à-dire que c'est pas le vivant qui est en crise. Le vivant, il n'a pas besoin de nous. Le vivant, il fait. Les tempêtes, elles arrivent, les pluies, elles tombent, les ouragans passent. C'est notre relation à ça qui change. C'est-à-dire et donc, comment est-ce qu'on va faire pour s'installer au bon endroit pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va s'installer dans ce milieu pour comprendre ce qui est en jeu aujourd'hui? Comment est-ce qu'on va faire partie des vivants? Comment est-ce qu'on va prendre tout ce monde et que ce monde nous accueille comme un vivant parmi les vivants? Et qu'on comprenne cette interrelation, qu'on comprenne ces coexistences. Il y avait cette phrase-là que j'ai chopée aussi tout à l'heure dans le train, que je me disais que ça avait à voir avec ce que je voulais vous dire. Je n'en suis pas complètement certain, mais je crois. Je peins pour rester au niveau de la vie même, pour ne pas être dépassé par elle. Moi, je pense que ça a à voir, parce que ça veut dire que ce vivant, que cette vie, que ces capacités du vivant, elles sont plus fortes que nous. Et que vous, votre travail d'artiste, hein, ou que votre travail de créateur, eh bien, c'est aussi, d'une certaine façon, entrer dans ce vivant et vous trouver une place dans ce vivant. Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans cette capacité du vivant? Et c'est ça que nous dit ce peintre, Jean Messagier. Il peint pour rester au niveau de la vie même, pour ne pas être dépassé par elle. Je trouve ça, c'est beau. On va passer là-dessus. Et puis il y a René Char. Et René Char, il dit le poème est ascension furieuse, la poésie le jeu des berges arides. Bon, j'aimerais bien ne pas avoir à vous expliquer tout ça parce qu'il n'y a rien à expliquer, il faut juste l'entendre. Mais quand même, il se trouve que ça fait bien longtemps que je m'intéresse à la poésie. Pas que je m'intéresse à la poésie, que je suis ému par la poésie. Donc quand je lis la poésie, elle m'émeut. Donc s'émouvoir, c'est être en mouvement. Et puis, il y a eu un certain moment, enfin c'était il y a pas très longtemps, il y a 6 ou 7 mois ou 8 mois, il y a un poète français qui est mort, qui s'appelle Philippe Jacotet. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est pas grave si vous ne le connaissez pas. Philippe Jacotet est mort, et puis donc il est mort, et je me suis dit, il faut que j'aille voir ses livres à nouveau, il faut que j'aille écouter ses interviews sur Internet, il faut que... Et puis je suis à nouveau rentré dans cette œuvre de Philippe Jacotet, et il fut un temps où, quand j'étais jeune, j'allais au cours de Yves Bonnefoy au Collège de France. Yves Bonnefoy, c'est aussi un poète, et il avait la chaire
écoutez bien, il avait la chair de fonction poétique. C'est quand même très bizarre. Et alors moi j'ai vécu, c'était il y a longtemps, donc c'était peut-être il y a 25 ou 30 ans, j'ai vécu pendant ces 25 ou 30 années en me disant que Yves Bonnefoy avait une chair de fonction poétique, mais je n'avais pas compris. Et j'ai compris en écoutant à nouveau Philippe Jacotet, la fonction poétique. Est-ce que vous comprenez, vous, ce que c'est que la fonction poétique? C'est un peu comme si la poésie avait une fonction, non? Mais c'est quoi la fonction de la poésie? Parce que vous savez, nous, on est émus quand on lit un poème. Mais, enfin, certains d'entre vous sont émus quand ils lisent certains poèmes. Mais, en fait, je n'avais pas compris à quoi ça servait, moi, la poésie. Et alors, Bonnefoy et Jacotet en parlent, ils disent, bah, la poésie, c'est un mode d'accès au réel. Comment vous faites pour accéder au réel? Comment vous faites pour accéder à l'arbre que vous voyez devant vous? Vous voyez, il y a un arbre là devant vous. Comment vous faites pour y accéder? Comment vous faites pour, pas simplement le regarder, mais vous approcher le plus possible de l'élan vital de l'arbre? Comment vous faites pour que vous vous rapprochiez aussi près de l'arbre que vous pourriez être l'arbre? Comment vous faites? Alors on essaie de tourner autour, on le décrit, on en parle, on a des mots qui sont les notes, qui sont des concepts pour le décrire. Mais c'est pas perdu. Jamais vous serez l'arbre. Jamais vous serez la cuillère. Jamais vous serez la bouteille d'eau. Jamais vous serez le savon de Ponge. Jamais vous serez le galet de Ponge. Jamais vous serez la fabrique du bois de près de Ponge. Jamais vous serez tout ça. Donc comment vous faites? Bah, vous faites de la poésie. Vous tentez. Vous essayez de vous approcher le plus possible de ce réel. Mais c'est vain. Et la poésie, elle a ça pour fonction. Elle a pour fonction de s'approcher du réel, de s'approcher de l'arbre, et d'être au plus près, et de tenter d'entrer dans cette capacité de l'arbre. Et c'est ça que nous dit, je crois, regardez René Char. Le poème est ascension furieuse. La poésie, le jeu des berges arides. Vous voyez, c'est des berges. C'est un jeu sur les berges de l'objet. C'est un jeu sur les berges de l'arbre. Mais ce n'est pas l'arbre, vous n'y arriverez pas. Vous comprenez ce que je dis là? Il faut lire Francis Ponge. Il faut lire Francis Ponge. Voilà, il faut lire Francis Ponge. Alors, justement, à propos des berges, il y a une très belle histoire, qui est l'histoire d'Ulysse. Vous connaissez Ulysse. Et vous savez, Ulysse, il est dans ses deux ouvrages, il voyage le long des côtes et il est sans cesse sur ce littoral. Et puis à un certain moment, Ulysse, il veut comprendre ce qu'est l'arrière-pays. C'est-à-dire qu'il veut comprendre au-delà et à l'intérieur de ce littoral ce qui se joue à l'intérieur de ce pays-là, ce que Bonnefoy appelle l'arrière-pays. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Ulysse? Il prend sa rame, il la met sur l'épaule et il marche dans l'arrière-pays. Et il marche dans l'arrière-pays jusqu'à ce qu'il rencontre une personne qui lui dise « C'est quoi l'objet que vous avez sur votre épaule ?» Et là, il sait qu'il est allé suffisamment loin dans l'arrière-pays pour qu'il rencontre une personne qui ne saura pas ce qu'est l'objet qu'il a sur l'épaule, cette rame. Vous comprenez ça? Moi, je trouve ça vertigineux. C'est-à-dire qu'il est possible que vous vous éloigniez tellement du littoral de ce que vous êtes en train de parcourir qu'à un certain moment, vous risqueriez même de quitter l'endroit depuis lequel certaines personnes pourraient vous comprendre. Ah, c'est pas la folie, hein, c'est juste que vous quittez de territoire. Vous voyez, par exemple, alors bon, j'ai pas trouvé Ulysse avec sa rame, hein, donc j'aime bien cette image. Vous voyez, c'est par exemple ça. Moi, quand c'est toujours en Éthiopie, j'ai rencontré ce bonhomme, et vous voyez, ça c'est on appelle ça un gabi, c'est une grande
couverture en laine, non, pardon, en coton. En coton que les hommes et les femmes mettent pour se couvrir. Et vous voyez, ce gabi, c'est formidable parce qu'on ne voit peut-être pas très bien, mais un peu quand même. En fait, c'est un tissu de coton qui raconte toute l'histoire du territoire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est du coton, donc cultivé pas très loin, mais surtout, c'est très frugal. La trame du coton est très légère. C'est-à-dire que c'est pas serré dense, c'est serré très lâche. Mais si c'est serré très lâche, c'est pas chaud. Donc qu'est-ce qu'on fait? On multiplie les couches. Et donc, ce gabi, il est constitué, vous le voyez ici, d'à peu près 6 ou 7 couches de tissus lâches qui sont superposés les uns aux autres. Et qu'est-ce qui se passe? Ce qui était un défaut, puisqu'il était lâche et qu'il laissait passer l'air, devient un atout parce que l'air qui est pris entre les couches devient ce qui permet d'isoler du froid et du chaud. Vous comprenez ça? Et ça, Enfin, moi, je trouve ça dingue que ce tissu qui est normalement en une pièce et une seule couche qui fait défaut soit multiplié pour on lui donne une définition et une responsabilité. Moi, je suis très ému par ça. Voilà. Je vais vous raconter un exercice. Ce sont des jeunes qui sont sur la plage. Et on revient donc au littoral, qui sont sur la plage et on fait des exercices on construit des paniers. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'osier et puis on plante des bouts d'osier, des tiges d'osier sur la plage, sur le sable. Et donc ça, c'est une première structure. Puis après, l'osier donc monte et puis on attache ici avec un fil à cette hauteur-là. Il y a beaucoup de vent sur la plage, beaucoup de vent et l'osier, en fait, il résiste, l'osier. C'est-à-dire que l'osier, quand vous le passez comme ça entre les brins verticaux de l'osier, ça résiste. Et alors, quand il résiste, vous dites, mais enfin, ça résiste. C'est terrible, ça résiste. Et au fur et à mesure que vous construisez votre panier, vous vous rendez compte que la contrainte de l'osier fait la qualité du panier. C'est bien parce que ça résiste que ça résiste. Vous voyez ? C'est bien parce que l'osier résiste que le panier résiste. Et ça, c'est pareil. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous ne savez pas de quoi on parle. Si vous n'êtes pas dans ce milieu où vous vous exercez à travailler avec les éléments qui sont proches de vous, vous ne savez pas de quoi on parle. Et il y a encore plus beau que ça. C'est qu'on construit ce panier, on est sur la plage, il y a beaucoup de vent. Regardez ce qui se passe. Et bien en fait, on ne s'en était pas rendu compte. Mais le panier qu'on est en train de construire, il est penché. Vous voyez ça, comme il est penché? Parce qu'effectivement, on a passé des heures et des heures à tresser. Comme ça, hein, à tresser. Et sans se rendre compte que le vent était en train, lui aussi, le vent lui aussi, pas que nous, et pas que ceux qui résistent, le brin d'osier, et pas que nous les mains, et pas que nous les bras, et pas que nous les jambes, mais le vent aussi, il joue. Et le vent, il a emporté le panier vers la gauche, ou vers l'est, ou vers l'ouest, je ne sais plus, et il a fait que, ce panier, il n'y en a pas un seul qui est vertical. Pas un seul. Ils sont tous comme ça. Personne ne s'en était rendu compte. Et ça, je trouve ça... tout ça, c'est beau. Alors, la formation des choses demande à être pensée comme un processus de morphogénèse dans lequel la forme est toujours en émergence et non pas donnée par avance. Voilà. Moi, j'ai vu ici, l'an passé, à la fin de l'année, des objets splendides, en vannerie, en bois. J'ai vu là, dans l'exposition qui était là. Et ce que j'ai trouvé très beau, c'est que, et je me souviens de céramiques qui étaient là-bas, c'est qu'il n'y avait pas évidemment qu'une seule céramique. Il y en avait une, il y en avait deux, il y en avait trois. Elles étaient photographiées, elles étaient sur la table, elles étaient dessinées, elles étaient peintes. Il y en avait 12, il y en avait 40, il y en avait 60.
Et puis elles étaient toutes ensemble, et tout ensemble, elles disaient encore autre chose. Et je me suis dit, et c'est ça que nous dit Tim Ingold, il nous dit, cet étudiant ou cette étudiante, je ne sais pas qui c'était, qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'il a fait? Elle a fait une première céramique, et puis après elle en a fait une seconde, et puis elle a regardé la première, et puis elle a appris avec la seconde, et en faisant la seconde, elle a appris pour faire la troisième, et quand elle a fait la troisième, elle a appris de la première, et puis quand elle a mis les trois les unes à côté des autres, elle a imaginé que c'était encore autre chose qu'une seule céramique, c'était trois céramiques. Vous voyez? Et ça, enfin je parle à des étudiants, mais je parle à nous tous, ce qui est important c'est de savoir que quand vous êtes en train de faire un objet, vous faites un objet qui a à voir plus que l'objet que vous aviez prédéfini. Parce que cet objet que vous avez prédéfini, que vous pensiez avoir prédéfini, il va vous amener ailleurs. Et il va vous amener à l'endroit où vous êtes capable de faire le second, de faire le troisième, de faire le quatrième. Et là, il y a à nouveau cette relation de milieu entre cet objet que vous fabriquez, avec le vent qui passe, qui est notre agent, qui est un agent extérieur, et ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est super important. C'est ça le milieu. Je me fais comprendre un peu? Oui. Oui. Alors là, on voit assez mal, mais ce sont des... c'est ce qu'on appelle des anakago. Anakago, ce sont ces paniers qui sont ici, qui sont des paniers japonais, qui sont splendides. Hein. Alors, ils sont splendides pourquoi? On verra tout à l'heure pourquoi. Mais déjà, ce sont des paniers à ikebana. C'est-à-dire que c'est des paniers, il y a un pot à l'intérieur, puis on met des fleurs. Et puis il y a une anse. C'est quand même bizarre. Ça ne ressemble pas à un pot où on met des plantes, quoi. On va en parler tout à l'heure. Mais regardez, vous voyez, il y a des roseaux épais, des roseaux moins épais, des tressages comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien là, non? On voit un peu. Vous voyez, c'est curieux, quoi. Bon, on va en parler tout à l'heure. On va revenir là-dessus. Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Qu'est-ce qu'il faut voir? Et qu'est-ce qu'on donne? Et quelle est la valeur qu'on donne à ce qu'on voit? Hein, Qu'est-ce qu'on regarde, la fleur ou le panier? Eh ben, je sais pas. Non, mais voilà, ça commence. Comment? Ou la sculpture. Ou celui qui fait le panier. Ou le vent qui est passé. Ou le roseau qui... qu'est-ce qu'on regarde? Alors, c'est ça, hein. Voilà. Voir est un acte de sélection. C'est-à-dire que, effectivement, Sandrine, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, et c'est ce que fait le jardinier. Qu'est-ce qu'il regarde, le jardinier? Alors, faut pas que j'oublie de vous dire des choses. Ah si, j'ai oublié de vous dire des choses, justement. Je voulais vous parler de quelque chose. Voilà, à l'image 19, qui n'est pas une image. Je voulais vous parler de quelque chose d'étonnant. Voilà, pour qu'est-ce qu'on voit, c'est ça. Je suis en Arizona, je roule en auto, je suis seul, et puis je m'arrête à une station-service, et là, il y a un gars qui attend et qui me dit « Est-ce que tu peux m'amener je sais pas où ?» Ok, donc moi je vais je sais pas où, donc je l'amène. Et donc on part tous les deux en auto, et il se trouve que ce monsieur c'est un Indien, mais ça se voit pas que c'est un Indien, il n'a pas des plumes, voilà, il est juste un peu typé, mais comme un Mexicain, comme un Indien, je sais pas. Et donc, et puis on roule comme ça, puis il parle pas beaucoup, moi je suis un peu angoissé, inquiet, parce que j'aimerais bien discuter avec lui, mais je sais pas quoi lui dire, d'où il vient, peut-être que je sais pas. Et puis, et alors on est entre Flagstaff et Phoenix. Et puis là, on longe le petit Colorado. C'est pas le grand, c'est le petit. Mais il y a quand même des canyons qui sont assez profonds. Et on longe ce grand Colorado, ce petit Colorado. Et puis je me penche là à la voiture et puis je vois en bas des grandes prairies au bord de l'eau. Enfin, pas des grandes prairies, mais des jardins, mais plats au bord de l'eau. Et là, je fais le malin, je dis oui, mais je comprends parce qu'il y a de l'eau, donc ça pousse quoi. Puis il dit rien. Moi, je disais, moi je comprends. Si les cultures elles sont au bord de l'eau, c'est parce qu'il y a de l'eau et donc c'est ce qu'il faut quoi. Ça irrigue. Puis il dit rien. Et puis au bout d'un moment, il dit mais non, pour que ça pousse, nous on prie.
on chante, on prie, on invoque. C'est-à-dire que, oui, ils invoquent quoi? Ils invoquent la capacité qu'aurait la rivière à déborder pour inonder et pour irriguer tout ça. Bon, ok, je me suis planté. Et puis on descend, parce que je décide de l'amener chez lui. Donc on descend, les routes comme ça, serpentines, et puis on arrive en bas. Et puis là, je vois un paysage dans les champs. J'avais l'impression d'être au bord de la Loire. J'avais l'impression d'être au bord de la Loire. Et puis je lui dis, tiens, c'est marrant, mais ça ressemble même à des images d'un tableau. Et puis je lui dis ça. Et puis il me dit, mais non, pas du tout. Ça, c'est du bois qui va nous permettre de faire le feu. Ça, c'est une plante qui va nous permettre de faire de soigner. Ça, c'est une plante qui va nous permettre de... Et voyez, et alors, je me suis trompé à chaque coup. C'est-à-dire que là où je voyais une raison naturelle, lui, il y voyait une histoire sur les mythes. Et là où je voyais mon histoire du mythe, qui est le paysage, qui est le tableau, lui, il y voit des choses extrêmement fonctionnelles. J'étais perdu, puisque je ne savais pas. Et vous voyez comment les choses peuvent se retourner. Alors comment on fait pour voir? Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Comment on fait pour voir? Et surtout, pour comprendre que ce que l'on voit a différentes... on peut lui attribuer des valeurs différentes. Voilà. Compliqué. Donc voilà, et c'est ce que fait notre ami Gilles Clément. Hein. Et lui, il nous dit, et ça je pense que c'est essentiel, c'est qu'il n'y a pas de jardin sans jardinier. Alors effectivement, un des jardins que l'on connaît tous, c'est le jardin du cloître à l'intérieur du couvent, voilà, qui est ici. Alors là, c'est pas une bonne photo parce que les plantes qui sont là ne sont pas les plantes, les simples. On parle des simples qui font des composés pour faire la pharmacopée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est quoi un jardin? Il y avait des moines qui étaient ici et qui sont sortis du couvent pour aller herboriser loin autour du couvent. Et donc, ils sont allés chercher des plantes. Ces plantes-là qu'ils sont allés chercher à l'extérieur du couvent, ils les ont cueillies à l'endroit où elles étaient, donc de leur environnement naturel, et puis ils les ont déposées au cœur du monastère, au cœur du cloître qui est ici, pour en faire un jardin. Mais qu'est-ce qui s'est passé en faisant ça? Ils ont sorti de leur environnement naturel la plante. Quand vous déplacez quelque chose de son environnement naturel et que vous la mettez ailleurs, vous créez un drame. Vous créez la possibilité du soin. C'est-à-dire vous créez la possibilité du jardinier. C'est-à-dire que sortir de son environnement naturel une plante et la mettre ailleurs, vous impliquez ou vous créez les conditions du jardinier. C'est ça un jardin. Un jardin commence quand vous travaillez ou quand vous jouez de l'environnement, de la plante ou du végétal. Alors soit le végétal y va et vous le guidez, soit le végétal n'y va pas et vous le forcez, soit le végétal est empêché et vous le développez, vous créez les conditions pour qu'il y arrive, vous changez la qualité du sol, et c'est de ça dont on parle quand on parle du jardin. Donc quand on parle du jardin, on parle à nouveau du milieu, on parle de la réception, on parle de l'endroit où cette plante elle va pouvoir se développer. Donc ça c'est pas quand ils sont allés ailleurs, mais là on voit rien parce que c'est tout noir. Et ça c'est encore dans le poème Les feuilles d'hypnose de René Char que je trouve magnifique. La terre a des mains, la lune n'en a pas. La terre est meurtrière et la lune désolée. C'est beau ça, non? Très. Alors, vous n'êtes pas obligé de... Je sais, vous allez me dire, mais je comprends rien, qu'est-ce qu'il raconte? C'est la poésie, c'est fumeux, c'est... Bah, alors, bon, d'abord, René Char, c'est pas fumeux, sinon on n'en parlerait plus. Hein, donc voilà, moi je suis pas fumeux, parce que c'est René Char qui l'a dit. Et ça a impressionné des générations et des générations de personnes. Donc je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être impressionné par ça. Ou si vous ne l'êtes pas, c'est qu'il y a un truc bizarre. Donc, alors après, oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, la terre a des mains? Ben,
et la lune n'a pas, qu'est-ce que ça veut dire? Mais écoutez, juste écoutez. Il se passe des choses, non? Il se passe des choses ou pas? Il se passe rien? Bah, il y a un lien entre les deux, une interaction. Oui. Bon, il se passe des choses. D'accord. Et c'est un peu comme quand on voit cette image, mais on voit mal, hein, c'est dommage. Hein, parce que là, on est en Inde, dans le Rajasthan, puis c'est un temple, et puis il y a un lit, et puis là, il y a un bateau au-dessus. C'est quand même dingue, quoi. Vous voyez cette distance qu'il y a entre le temple, le lit, le bateau, non? Donc là, on va parler de la mémoire. J'ai une amie qui me dit un jour, tu sais, il y avait un chemin au bord du lac. Ce chemin, je l'empruntais avec mon grand-père. Et elle me dit, ce chemin au bord du lac, il n'existe plus parce qu'il a été recouvert de broussailles, de plantes. Et donc, mais elle me dit, mais il était beau ce jardin, il était beau ce chemin. Je me baladais avec mon grand-père et puis il me montrait les poissons qui étaient là, les plantes qui étaient ici. Et moi, comment je faisais? Bah moi, j'ai pensé à mon chemin à moi. Ça, c'est parce que je viens du Gers, sud-ouest de la France. Hein. Et donc, pour moi, mes chemins, c'est ça. Donc, quand elle me parlait de ce chemin, bah, moi, j'avais imaginé le mien. Donc, quand elle me parlait de son chemin, j'essayais de mettre mon chemin dans le sien. Mais le sien, je ne le voyais pas non plus. Donc, c'était très compliqué. Mais j'avais construit mon imaginaire du chemin qui n'est pas le sien. Et puis un jour, le chemin, elle a demandé à un jardinier, enfin à une personne de nettoyer, elle l'a vu. Et elle l'a vu. Mais moi, c'était pas mon chemin. Et c'était même pas le chemin que moi j'avais imaginé, le sien. Vous voyez? Et ça aussi, c'est très compliqué. Quand vous êtes architecte ou architecte d'intérieur ou je sais pas quoi, et qu'on vous dit, tiens, on va réaménager le salon de la villa bidule, et vous n'y êtes pas allé, et bien ça y est, c'est trop tard. Vous avez déjà imaginé la villa bidule, et vous avez même déjà imaginé le salon, non? Vous avez déjà même imaginé comment vous seriez à l'intérieur et comment... Et puis un jour, vous y allez dans cette maison bidule. Et là, il faut réajuster. Et là, vous êtes dans un endroit où il va falloir faire appel à votre mémoire, faire appel à ce que vous abandonnez de qui vous êtes, de votre mémoire. Il va falloir faire appel à beaucoup de lucidité et beaucoup de perspicacité pour revoir exactement ce que vous voyez devant vous, prendre les bonnes valeurs de ce que vous voyez, c'est la diapo précédente, et tout ça est très compliqué. Et là, vous évoluez dans un milieu à nouveau. Vous évoluez dans un endroit qui a cette complexité. Hein, complexité, c'est dans les plis, complexus. Et voilà ce chemin qu'elle a découvert. Alors, oui, tout à l'heure, vous parliez de ce pays entre deux. Je m'étais intéressé à cet entre-deux. Ce milieu, donc. Et il y a un milieu ici qui m'avait beaucoup intéressé, qui était donc l'espace, le territoire qu'il y a entre ici la fortification qui est celle de Jérusalem, et ici le mur qui a été construit dans les années 2000 par Netanyahou et qui crée donc cet espace entre deux, qui est un espace de conquête de l'État israélien sur l'État palestinien. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans avec mes étudiants de Malaquais sur ce territoire-là. On y allait pendant 3 semaines, tous les ans, et puis on regardait. Et on l'a beaucoup herborisé, on a beaucoup marché dans ce territoire entre deux. C'est un territoire qui est intéressant parce que ce mur de séparation, de ségrégation ou de séparation, il est construit à l'extérieur d'une ligne verte qui avait été dessinée en 1948 pour séparer Israël de la Palestine.
Et donc, quand Netanyahou a décidé de conquérir le territoire palestinien, il a construit ce mur quelquefois sur la ligne verte, puis quelquefois il s'en est éloigné de 50 mètres, quelquefois de 2 km et quelquefois de 25 km. Et donc cette ligne verte qui fait 450 km de long, eh bien, il y a un territoire latéral à cette ligne verte qui est un territoire entre cette ligne verte et le nouveau mur qui fait 450 km de long. Et donc il y a un territoire entre deux, entre la ligne verte et ce mur de séparation, qui est un territoire que nous on a appelé un troisième pays. Pourquoi ? Parce qu'en fait on s'est rendu compte d'une chose, c'est que dans ce troisième pays, entre là et là, grosso modo, eh bien il y avait effectivement des Israéliens chrétiens, des Israéliens juifs, des Israéliens musulmans, des Palestiniens chrétiens, des Palestiniens musulmans, et qui vivaient ici ensemble. On pourrait dire prisonniers, mais pas du tout. Ils sont ici ensemble en train de vivre une seule et même condition, qui est un territoire qui n'appartient ni à l'un ni à l'autre, mais qui est un territoire entre deux. Eh bien, les Juifs israéliens vont acheter les fruits et légumes aux Palestiniens chrétiens. On va acheter les pâtisseries aux Palestiniens musulmans. Et tout se passe à peu près correctement. Vraiment. Alors, pourquoi ça ne se passe pas correctement ? Et vous savez que ça ne se passe pas correctement. Eh bien parce qu'il y a un autre regard, qui est un regard d'en haut, qui est un regard géopolitique, qui est un regard qui n'appartient pas au regard qui se joue dans ce milieu-là, et qui fait que, effectivement, on les désigne comme des frères ennemis. Mais tous les jours, et on l'a vécu et on l'a vu, ça ne se passe pas si mal. Vous voyez, cette manière de regarder les choses et d'attribuer et de qualifier un territoire depuis un regard éloigné nous empêche le plus souvent de regarder au plus près ce milieu pour comprendre qu'il a ses propres capacités de vie et qu'il peut, si on le regarde depuis l'intérieur, évoluer et on peut le travailler tout à fait correctement. Vous voyez ? C'est un peu comme si il fallait qu'on ralentisse le paysage pour pouvoir le travailler. Alors, c'était amusant parce qu'il y a un autre dispositif, qui est un dispositif, pour certains qui sont de confession juive le connaissent, c'est l'érouve. L'érouve, c'est ce fil qui est ici, vous voyez, qui est tendu entre des petits piquets de bois. Sophie Kahl a écrit un très très beau livre sur l'érouve. Et cette érouve, c'est donc un fil qui est tendu autour des villes, et là en particulier de Jérusalem, et c'est une limite très forte qui, pour Shabbat, ne peut pas être franchie. C'est-à-dire que les Juifs qui respectent la loi du Shabbat ne peuvent pas franchir cette limite qui est ici. Ici, on est dans un espace où l'on peut marcher. Ici, on est dans un espace où l'on ne peut pas marcher. Mais regardez la fragilité de cette ligne. C'est un fil qui doit faire 2 mm, qui est tenu par un poteau qui est plus fin que tous les poteaux que vous voyez alentour, qui est tenu sur une aiguille en haut qui fait 4 mm, et qui constitue une limite, une frontière qui est hyper dure, qui est hyper violente. Alors, moi, j'ai trouvé ça étonnant de voir ces limites si fragiles à proximité des autres limites si dures que sont les deux murs qu'on a vus tout à l'heure. Là, on est en Inde et on est au Rajasthan. Et là, il y a une histoire magnifique. C'est pas moi qui la raconte, c'est Yves Bonnefoy dans un livre qui s'appelle L'arrière-pays à nouveau. Il raconte cette histoire où il est dans ce pays-là, au Rajasthan, et il monte sur une terrasse, qui est une terrasse qui n'est pas là, qui est un peu plus haute, dans le palais. Voilà, on y est là, on est sur la terrasse. Et depuis cette terrasse, vous regardez à 360 degrés, et quand vous regardez à 360 degrés, vous voyez le relief, donc, au loin de l'horizon, qui monte et qui descend, et vous voyez que depuis cette terrasse, à cet endroit-là, le prince de ce territoire-là, de ce pays, a décidé de construire une fortification qui limite la vue depuis cet endroit et qui suit le relief.
C'est-à-dire que depuis cet endroit, depuis cette terrasse, ce que l'on voit, c'est l'horizon et le mur qui se balade. Il suffirait que vous descendiez 10 mètres plus bas pour que d'un coup, le paysage qui était tenu auparavant sur la terrasse haute disparaisse, le mur disparaît et vous voyez le territoire alentour. C'est-à-dire que ce gars-là, il a imaginé que son territoire, il le considérait depuis ce qu'il voyait à cet endroit-là. Et son territoire, c'est cette fortification qui suit pile poil cette ligne d'horizon. C'est quand même fou qu'un prince décide qu'un territoire soit déterminé par ce qu'il voit depuis un endroit. Ce mur est complètement dingue. Son milieu. Vous voyez cette ligne? Donc là, on est sur la terrasse, effectivement. Enfin, on est un peu déplacé par rapport à la terrasse. Parce qu'en fait, ce qui est idiot, c'est tout souvent comme ça. J'ai lu le texte après avoir vu. Et donc, quand j'ai vu, j'ai pas vu complètement. J'en avais une intuition. Il faudrait que j'y revienne pour faire les bonnes photos, mais bon, voilà, c'est trop tard. Ah oui, ça c'est ce que dit Gilles Deleuze. L'intérieur est seulement un extérieur sélectionné et l'extérieur un intérieur projeté. Mais je suis trop bavard. J'ai jusqu'à quelle heure? Encore jusqu'à 30, D'accord. si c'est possible. Oui, oui. Je vais vous parler de notre intérieur, de notre milieu. C'est celui-ci. Vous reconnaissez peut-être la main de Marie-Madeleine qui... c'est le tombeau. Hein. C'est la main de Marie-Madeleine qui rencontre le Christ, Jésus, et qui lui dit Noli me tangere, ne me touche pas. Ne me touche pas. Alors, la vraie question... oups, je suis allé trop loin. La vraie question, c'est quoi? C'est Marie-Madeleine, elle va au tombeau. Certains le savent ou pas, on s'en fout. Mais Marie-Madeleine va au tombeau. Et puis, elle prononce cette phrase absolument dingue. Elle dit « Je l'ai vu, je l'ai cru ». Et qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle a vu le Christ ressuscité. Non, c'était juste avant. Quand elle est arrivée au tombeau, elle est arrivée au tombeau et elle a dit « Je l'ai vu, je l'ai cru ». Qu'est-ce qu'elle a vu? La porte ouverte et le tombeau vide, non? Alors, elle n'a rien vu. Ouais, ça, rien. Alors, elle n'a rien vu, elle l'a cru. Elle a cru à quoi? En fait, il était ressuscité. Elle a cru à rien. Ça, Non, mais elle a cru. Alors, c'est quoi ça? Là, il y a une espèce de shift, là, il y a une espèce de moment assez étrange où c'est ce qu'on appelle le regard de la croyance. A contrario, c'est le regard tautologique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle a cru, c'est-à-dire qu'elle a inventé, elle a cru à partir du rien. Ah oui, je l'ai vu, je l'ai cru. Elle n'a rien vu. Et elle a cru. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Tony Smith qui le dit très bien. C'est un cube en acier qu'il appelle DIE. D-I-E, DIE. Et c'est un cube en acier qui fait 6 pieds 6 pouces. 1m83 à peu près. Et il dit, c'est pas un objet parce que c'est pas plus petit qu'un homme. Et c'est pas non plus un monument parce que c'est pas plus grand qu'un homme. Qu'est-ce que c'est? Vous voyez, cette suspension? Qu'est-ce que c'est? Et il le nomme DIE. Et DIE, c'est à la fois mourir, le tombeau, non? Oui. Et c'est aussi le dé. Ah oui. Jamais un dé n'abolira le hasard. Un coup de dé n'abolira le hasard. Hein? Vous voyez? Cette suspension, c'est ça, le regard de la croyance. Alors, justement, pour vous dire que je ne suis pas quand même complètement fou, vous connaissez cette scène, c'est ce qu'on appelle l'Annonciation. Donc c'est le moment où Gabriel va rencontrer Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? On est ici dans le jardin de Marie, non? Et puis, qu'est-ce que vous voyez là? C'est qui ça? Ouais, c'est Adam et Ève. Donc c'est Adam et Ève qui sont chassés du paradis parce que... Manger la pomme. Elle a mangé la pomme. Mais pourquoi? Mais
Non, mais c'est important parce que c'est le pouvoir des images quand même. Vous devriez lire enfin, il faut que vous achetiez vite le dernier bouquin de Philippe Descola Oui. sur les pouvoirs de l'image, qui a pompé quand même à Louis Marin, mais c'est quand même c'est magnifique. Regardez bien ce qui se passe là. Il y a Adam et Ève qui est ici, et puis il y a Gabriel qui est entré dans la maison de Marie là, non? Vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le colloque angélique, c'est les 5 moments de la Vierge où elle est surprise, ensuite elle refuse, après elle est étonnée, et après elle accepte, et puis il y en a encore un 5e. Mais surtout, c'est qu'est-ce que fait Gabriel? Quel est le premier mot que dira Gabriel quand il va rencontrer Marie? Vous le savez. Ave. Non? Ave Maria. Non, c'est ça, hein? Ave. Ave, vous savez ce que ça signifie, Ave? Salut. Salut. Non, pas du tout. Ça veut dire amor verbum aeternitas. L'amour par le verbe pour l'éternité. C'est-à-dire que dans le Ave, le verbe, c'est déjà la semence, le verbe, que va prononcer Gabriel. Ave, c'est la semence, l'amour, par le verbe pour l'éternité. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est qui ça? C'est qui ça? Ève. Ève, Ave. Eva, Ave. Ça, c'est le premier péché. Non, c'est le péché originel. Si Gabriel vient et qui dit Ave, c'est précisément pour renverser le péché. Vous voyez? Le mot Ave, qui contient cet amour par le verbe pour l'éternité, il est le verlan du mot Eva. Wow. Vous voyez, on est dans une discussion là. Alors, je vous parle de ça parce que, et après je vais bientôt m'arrêter, je vous parle de ça parce que quand vous regardiez ce qui était en train de se jouer ici, regardez, c'est pas des bêtises que je vous raconte. Vous voyez Gabriel qui est ici, vous voyez l'ange qui est là, Gabriel qui est ici, Marie qui est là, vous voyez cette ligne qui est là, vous la voyez cette ligne? Cette ligne, elle correspond à la colonne qui est juste derrière la première que vous voyez ici, non? Parce que sur chaque ligne, il y a une colonne. Donc ça signifie que si Marie est ici, et que la colonne est ici, et que l'ange est sur la ligne qui est ici la même, Gabriel ne peut pas voir Marie. Hein, c'est Piero da Francesca. Gabriel ne peut pas voir Marie. Mais oui, c'est logique. Gabriel ne peut voir Marie puisqu'il y a une colonne entre les deux. Et pourtant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On voit que Gabriel est en train de voir Marie. Alors, si on se met à la place de Gabriel, ce qu'on va voir plus tard, c'est effectivement Marie avec l'enfant Jésus. Et on va observer pendant quelques minutes le panneau qui est derrière, qui pour l'instant est complètement clos. On voit seulement quelques nuages en haut de la fenêtre. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce panneau qui est ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Regardez ce panneau, dans le temps, quelques années plus tard, et là c'est du Bellini, dans le temps, ce panneau, il va se rétrécir, il va presque s'alléger, se mordorer, et ce panneau, il va laisser apparaître de part et d'autre un paysage derrière. Vous voyez ce paysage derrière qui apparaît? Et vous voyez que ce panneau qui est ici, la pâle là, ce panneau qui est ici derrière Marie, il va venir même sous la cathèdre, sous la chaise de Marie, il va réapparaître ici, et regardez le dessin qui est ici. Regardez le dessin qui est là. Regardez le territoire qui est derrière. Ça, c'est le jardin. Vous vous souvenez du jardin de Marie qui était devant? C'est le jardin. Voilà. Et vous voyez ce jardin-là qui est là. Vous voyez ces pavés-là, noirs et blancs. Un petit peu plus tard chez Vermeer, beaucoup plus tard chez Vermeer, c'est la même chose. Il devient ici. Et regardez comment cette lumière, elle vient rencontrer ce territoire du milieu. Et c'est cette lumière qui va devenir une carte ou une maquette ou un territoire déjà. On voit déjà les collines, les montagnes, on voit tout. Voilà cette carte de Vermeer. On va juste remonter la machine rapidement. Et juste pour vous parler de quelque chose d'important, je crois, on a déposé des signes sur une paroi rocheuse. On a fait des fresques. Des fresques, c'est
la peinture qui est de la matière et qui est du pigment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin initial. On applique, on dépose de la matière colorée sur un mur. Ici, c'est Titien, c'est la Danaé. Vous ne pouvez pas voir, mais si on observe tout doucement le contact de la face avec le drap, vous allez voir apparaître le crayon initial de Titien. C'est-à-dire que le voyou, il peint pas tout, il couvre pas tout. On voit apparaître le dessin initial de Titien. C'est un peu comme si la peinture, qui est ici, la pictura, elle était par-dessus le signe. Vous voyez, il y avait le signe dessous et la peinture par-dessus. Et quand on regarde Paul Klee, il nous dit je peins des fonds hautement complexes et j'écris des figures très déterminées. Vous voyez, ça c'est des fonds hautement complexes. Et la figure qui est le signe, il n'est plus dessous la peinture, il est dessus. Alors si on résume rapidement, ça signifie quoi? Ça signifie que la fresque, le signe, le sens, ce qui fait sens, est dans l'épaisseur de la peinture. Quand on va regarder un petit peu plus loin chez Titien, on va voir que la peinture est par-dessus le signe. Quand on regarde Paul Klee, on va s'apercevoir que le signe qui était dans l'épaisseur, qui était dessous, est passé par-dessus. Vous comprenez ça? Le voyage du signe, il était pris dans la matière, il était dessous chez Titien, il est passé dessus chez Paul Klee. Il bivouaque sur une falaise, vous voyez? Et ça, c'est quoi? Vous n'y voyez rien. Vous voyez quelque chose? Carré noir sur fond rouge. Ah, Rothko. Ah, vous voyez, moi je vois tout noir là. Ah oui, on voit. Rothko. Il est où le signe? Souvenez-vous, il était dans la matière, il était dessous, il était dessus, il est où maintenant? Il est sorti. Et c'est quoi le signe alors? Carré. Non, c'est vous le signe. Ah. C'est le sujet. Non, c'est ça l'attraction. Ouais. L'abstraction en peinture, c'est ça. Ouais, Le signe, c'est vous qui donnez le sens, non? c'est vrai. Vous voyez cette opération qui consiste à dégager cet espace, à dégager ce milieu? Alors après, voilà, non, ça c'est Cézanne qui dit, pas très loin d'ici, hein, C'est la Sainte Victoire. c'est la Sainte Victoire, oui, qui dit, qui parle de sourde germination, en parlant de la Sainte Victoire. Il dit que la Sainte Victoire, elle vient à soi. Voilà, c'était. J'avais envie de vous raconter tout ça, mais surtout, il y a des images qui me troublent. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des images qui me troublent, comme celle de Giotto, où Giotto il peint cette ligne de crête. Vous la voyez, cette ligne de crête? Et puis à un certain moment, cette ligne de crête, elle devient l'aile de l'ange. Vous voyez ça? C'est fou quand même, non? Ouais. C'est fou. C'est hyper gonflé quand même. Non? De faire rentrer l'aile de l'ange dans la géographie. Ou de faire entrer la géographie dans l'aile de l'ange, quoi. Alors, bon. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est, et ce à quoi je voulais revenir, vous voyez, ça sert à rien tout ça. On a un artichaut, on le coupe, et qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est beau. Non. Ou alors on a une figue, on la coupe, et puis on dit waouh, c'est beau. Mais on ne comprend rien, quoi. Ça sert à rien, parce qu'on n'est pas dans la vie, quoi. Enfin, on voit quelque chose, mais on ne voit pas ce qui est en train de se jouer. Non, mais c'est beau, hein, je suis d'accord avec vous. Hein. Et par contre, quand on commence à regarder ces paniers à nouveau, et c'est fini, hein,
quand on regarde, quand on voit ces paniers à nouveau, vous le voyez bien ou pas? Mais non, c'est ça me tue. C'est l'horreur. L'horreur. Là, vous voyez ou pas? Non. Vous voyez que cette branche, enfin ce morceau de roseau, il a été difficile à manipuler, quoi, parce qu'il est plus épais. Non? Vous voyez? Et il a été difficile à manipuler, et donc on a du mal à le faire entrer dans la trame qui pourrait coïncider avec les autres roseaux qui étaient à gauche de part et d'autre. Et vous voyez ce qu'a fait cette personne qui est au XVIIe, hein, et c'est un vase qui est splendide. Et ben, plutôt que de forcer, il accepte, et puis il entre dans les capacités. Voilà, vous voyez mieux? Voilà, et ça, je trouve que ça ressemble à notre travail, quoi. Vous voyez pourquoi ça ressemble à notre travail? Prendre possession de notre milieu et puis être vivant parmi les vivants, et ça c'est vivant, et on travaille avec, et on ne contraint pas, on fait avec, et puis on utilise. Regardez la hanse comme elle est faite. Et c'est pas juste lisse, quoi. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a pris un roseau, et puis on s'est dit, là j'y arrive pas, là je laisse faire, là je peux pas le plier, et puis voilà, quoi. C'est un peu comme ça que moi, architecte ou paysagiste, j'interviens dans le paysage, quoi. Je laisse faire souvent, ou j'accompagne. Et ça, c'était juste pour terminer, parce que je trouve cette phrase magnifique, parce qu'elle dit beaucoup de ce qu'il faut qu'on fasse dans la vie, quoi. Guérir le pain, c'est-à-dire prendre soin de nous et de ce qu'on fait ensemble et de ce qu'on partage, non. Et puis attabler le vin, parce que ce que l'on produit, c'est aussi pour s'enivrer, quoi. Donc il faut avoir une forme de disponibilité vibrative, et puis allier savoir, hein, et sensibilité. Ainsi, un savoir transforme notre sensibilité, et une sensibilité fine nous permet de comprendre mieux. Vous comprenez, c'est ça les retours? Bon voilà, c'est fini. Merci. Donc, si vous avez des questions, vous avez un peu compris ce que je racontais?